Euh, Monsieur le ministre, je voudrais vous dire le plaisir que nous avons une fois de plus à vous entendre. On a eu le Conseil, la réunion dans l'hémicycle avant le Conseil européen. On vous remercie infiniment de venir après le Conseil européen, comme c'est la tradition, pour nous tenir au courant de la façon dont a évolué ce Conseil européen. Il a permis, me semble-t-il, d'aller de l'avant sur des sujets essentiels, le renforcement des mécanismes de solidarité financière, l'aide à la Grèce et ses modalités, le renforcement de la gouvernance de l'espace Schengen, l'adhésion de la Croatie. Ça fait déjà énormément de sujets capitaux. Avant de vous laisser la parole, je souhaite poser quelques questions. Où en sommes-nous des discussions sur la participation du secteur privé, puisque ça avait été un sujet de discussion à l'intérieur de l'Europe. Quel est l'état actuel des discussions entre le Conseil européen et le Parlement sur les fameuses 6 directives concernant la gouvernance économique? Où en est le pacte Euro Plus? Et sur Schengen, le Conseil a demandé à la Commission européenne de faire une proposition législative pour préciser la possibilité de mettre en œuvre une clause de sauvegarde qui est conforme à celle que la France et l'Italie avaient signifiée à travers une lettre commune du président de la République et de M. Berlusconi. Et enfin, le mécanisme de suivi décidé pour le projet d'adhésion de la Croatie. Encore une fois, je vous remercie infiniment de venir répondre aux questions de nos parlementaires et je vous passe la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai beaucoup de plaisir à me retrouver devant la Commission, d'autant que, et je tenais à le souligner, dans cette période qui a été une période assez décisive sur la relation franco-allemande, et notamment dans la façon dont le Bundestag a appréhendé toutes ces questions, vous avez joué un rôle très important. Et je le dis sincèrement, parce qu'il y avait des vraies différences d'approche du débat européen de part et d'autre du Rhin, et le travail qui a été fait, le Bundestag était un élément majeur, et le travail qui a été fait par la Commission des affaires européennes, et plus particulièrement par son président, dont j'ai eu quand même beaucoup de retours, a permis d'assouplir les choses, notamment du côté du Bundestag, et ça a été un élément très facilitateur sur la résolution de la crise grecque. Ça se joue vraiment à tous les niveaux. Alors, je vais essayer de répondre aux différentes questions. Juste auparavant, un petit moment d'arrêt. On a assisté à un scénario qui est finalement un scénario qui, ces derniers temps, est assez usuel. Et je trouve ça tout petit peu intéressant qu'on s'y arrête 2 secondes. D'abord, une espèce de dramaturgie orchestrée un petit peu par tout le monde sur le thème, Jacques me démentira, mais j'assume, sur le thème... C'est l'euroréalisme qui va à la décadence. Mais oui, mais tu sais, j'aime pas quand Jacques est sage. Moi, j'aime bien quand il est éveillé, ça met un peu de peps pour tout le monde, c'est très bien. Sur le thème, l'Europe est en capilotade, on ne va pas y arriver, c'est la catastrophe, sur la Grèce, on ne va pas s'entendre, la France et l'Allemagne ne vont pas trouver de position commune, etc. Et un Conseil européen qui se traduit, 1, par une convergence européenne, 2, les sujets qui, soi-disant, allaient donner lieu à des drames aboutissent à des accords, souvent sur les positions françaises, et 3, l'Europe progresse, puisqu'on sort avec un Conseil européen qui aboutit en réalité à plus d'intégration européenne après que d'intégration européenne avant. Donc je trouve ça quand même assez intéressant de voir que finalement, dans ces crises, petit pas après petit pas, l'Europe est en train de faire des grandes enjambées. Alors maintenant, si on revient sur les différents éléments qui ont été posés. D'abord, gouvernance économique européenne et puis plus largement l'ensemble des questions qui sont liées à la gouvernance de l'euro. Première application de l'exercice du semestre européen. En douceur, approbation des recommandations qui ont été formulées par la Commission, l'envoi des différents programmes nationaux, on voit que progressivement, ce mécanisme est en train de s'acclimater. S'agissant du pacte pour l'euro plus, on a bien un outil qui est en train d'avancer, avec des points qui sont très importants sur lesquels la France a bien veillé pour que le pacte pour l'euro plus ne se dilue pas. On demande que l'agenda fiscal soit maintenant vraiment à l'agenda européen,
qu'il y ait des propositions de la Commission sur une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, sur la fiscalité énergétique et taxes sur les transactions financières. Ce n'est pas des petits sujets. Depuis combien de temps est-ce que les questions fiscales, faute d'entente, n'étaient plus à l'agenda européen? On a réussi à faire en sorte qu'elles soient bien nettement distinguées dans les conclusions du Conseil, bien mises en valeur, sans compter l'intensification de la lutte contre les pratiques fiscales dommageables, pour ne citer que certaines d'entre elles, par exemple le Double Irish, qui permet à Google de ratisser des sommes coquettes de chiffre d'affaires sur le territoire européen et ensuite d'évacuer toute une partie de ses bénéfices en dehors du territoire européen par le biais d'un passage par l'Irlande et du système du Double Irish. Donc, premier bloc très important sur cette gouvernance économique, la vraie première étape de concrétisation d'un gouvernement économique européen. On n'est qu'au début, mais ce qui était pour nous un peu le test, est-ce qu'on allait diluer les propositions sur le fiscal ou est-ce que clairement elles allaient être mises sur la table? Elles sont clairement sur la table. Deuxième point, adoption des modifications du Fonds européen de stabilité financière et mise en place du mécanisme européen de stabilité. Bon, il y a juste 2 ans, on n'avait rien. Là, on a maintenant un mécanisme de 500 milliards d'euros qui est l'incarnation d'un choix de solidarité européenne destiné à défendre l'euro partout où il est attaqué dans la zone euro. Là encore, ce n'était pas un choix qui était évident, c'est un choix de solidarité collective. Et de ce point de vue, je crois qu'on peut être assez satisfait de la façon dont la France a géré ce dispositif. Sur le paquet législatif, ce que certains appellent, mais là aussi je fais de la provoque à l'égard de M. Millard, le six-pack, cet accord n'a pas pu être constaté. Et je le dis, il faut que chaque institution prenne ses responsabilités dans cette crise. On est à un moment où la question qui est posée, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une vision d'intérêt général européen? Chaque institution doit être capable de mettre de côté ses préoccupations institutionnelles pour faire prévaloir l'intérêt général européen. Le fait qu'un accord n'ait pas pu être trouvé incombe pour l'instant totalement en termes de responsabilité au Parlement européen. Et j'espère vraiment que le Parlement européen pourra ajuster le tir pour partir sur des bases qui soient des bases saines, où ce que l'on fait prévaloir, c'est bien cet intérêt général collectif. Je le rappelle, il y a des avancées qui ont été proposées par le Conseil en matière de majorité qualifiée inversée, en matière de dialogue sur les questions économiques, mais on n'est pas sur un marchandage ou sur un rapport de force de qu'est-ce qu'occupe chaque institution sur l'échiquier. Enfin, on est à un moment qui est quand même un moment un tout petit peu historique. Ça fait sans doute c'est un des rendez-vous majeurs de l'Europe avec l'histoire. On n'est pas là pour faire des querelles, pour savoir qui s'affirme, qui ne s'affirme pas. Il faut qu'on sorte sur quelque chose qui soit positif. Et je n'ai pas de doute sur le fait qu'in fine, on arrivera là-dessus à avoir un Parlement européen qui viendra sur ces positions. Pour la Grèce, comme l'ont clairement rappelé Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, le Conseil européen a répété son engagement de tout mettre en œuvre pour défendre la zone euro et a approuvé le principe d'une aide supplémentaire à la Grèce. Le Conseil européen a également endossé les modalités de cette aide sur la base du compromis franco-allemand. De ce point de vue, il y aura bien une participation des créanciers privés. C'est une participation qui est sur une base volontaire. Elle est liée à l'effort de financement de la dette grecque par ce qu'on appelle des opérations de roulement de la dette arrivée à maturité. Mais toute idée de défaut est exclue. Tout simplement parce que si on commence en désordre à expliquer à des gens qui ont prêté de l'argent à la Grèce qu'en réalité ils ne seront jamais remboursés, l'impact sur la totalité de la zone euro sera bien plus grave que ce que l'on aurait pu gagner symboliquement. Ce qu'on voit aussi, c'est que sur des propositions qui ont été faites par la France, notamment avec des systèmes qui permettent de combiner à la fois des échanges de titres et en même temps une incitation à réinvestir une partie des fonds, on a déjà des propositions qui sont sur la table et qui permettront sans attendre d'avoir des sorties sur une véritable participation des créanciers privés à l'effort de sortie. Alors, le FMI, la Commission, la BCE ont travaillé un accord technique avec Athènes. Comme vous le savez, on est en train d'attendre l'approbation de ce train de mesures par le Parlement grec. Nous sommes très lucides sur l'ampleur des efforts qui sont demandés au peuple grec. Ce sont des gros efforts, ce sont des efforts qui sont lourds, ce sont des efforts qui sont contraignants pour le peuple grec, et surtout ce sont des efforts qui sont concentrés sur très peu de temps, faute d'avoir suffisamment fait ces efforts auparavant. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on soit lucide. La crise de la Grèce n'est pas la crise de l'euro. C'est une crise de la dette grecque. C'est la crise d'un pays qui a laissé s'accumuler, alors ça peut déplaire ou non, mais on ne se retrouve pas à 150% du PIB en 2 ans.
Et on a un déficit qui est à 9,6 de mémoire, peut-être un tout petit peu en dessous, 9,6% du PIB en Grèce. Il est évident qu'on soit dans l'euro ou qu'on ne soit pas dans l'euro, ça n'est pas soutenable. Et par ailleurs, pour ceux qui militent pour une sortie de la Grèce de l'euro, je rappellerai juste un point, la dette est libellée en euros. Donc s'ils sortent de l'euro pour adopter une monnaie nationale, ils auront une explosion de leur dette, tout simplement parce qu'ils auront une monnaie moins forte pour rembourser des dettes qui, elles, sont en euros, euro qui, lui, est plus fort. Le plan comprend des mesures d'économie à hauteur de quelques 28 milliards d'euros et des privatisations pour lever environ 50 milliards d'euros. Il y a un point sur lequel je voudrais bien insister. Deux idées. D'abord, la première chose, tout le monde doit prendre sa responsabilité en Grèce. Il n'y a pas de place pour un jeu de mistigris. Et il est très important que l'opposition grecque prenne aussi ses responsabilités. Parce que ce serait un jeu de très court terme d'avoir un jeu entre les deux, ça n'a pas de sens. Le seul sens qu'il faut avoir, c'est une défense collective des efforts qui sont à faire. C'est très difficile à faire, mais il n'y a pas d'autre voie de passage pour la Grèce. La deuxième chose, c'est que nous, il faut aussi qu'on soit en soutien en positif. Et la France a plaidé pour cette position. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce qu'il faut également, c'est qu'il y ait de l'argent qui continue à être investi pour soutenir la compétitivité grecque. Et que dans le même temps où ils font des efforts, il faut aussi que l'Europe soit présente pour manifester une solidarité qui permet à la Grèce de continuer à investir dans la compétitivité de son économie. L'Europe, ça n'est pas que serrer la ceinture. L'Europe, c'est aussi la même Europe que vous voyez en Europe centrale et qui a permis un extraordinaire rattrapage de pays comme la Hongrie, comme la Pologne, comme l'Estonie, où quand vous allez dans ces pays aujourd'hui, vous mesurez à quel point l'Europe a été extrêmement positive avec une vraie métamorphose de ces territoires. Et des pays qui ont admirablement su saisir la chance que leur offrait l'Europe. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour la Grèce? Aujourd'hui, en raison des règles de cofinancement, il est très difficile pour le gouvernement grec de continuer à utiliser les fonds européens. En gros, ils n'ont pas d'argent à mettre en face des fonds européens qui sont sur la table. Il ne faut pas retirer ces fonds européens à la Grèce. Par contre, il faut aussi qu'ils soient gérés avec beaucoup plus de sérieux et d'encadrement. Donc ce qu'on a proposé, c'est qu'on assouplisse de façon totalement exceptionnelle les règles d'utilisation des fonds grecs, qu'ils puissent l'être en assouplissant notamment les règles de cofinancement, c'est quand même une enveloppe de 20 milliards d'euros qui est allouée pour la période 2007-2013, mais que cet assouplissement se fasse aussi sur des critères de sélection beaucoup plus exigeants des projets, pour sortir uniquement les projets qui ont un impact en termes de création d'emplois et d'accroissement de l'activité sur la Grèce. Et là, je pense qu'avec ça, on a un équilibre qui me semble de nature à aider les Grecs sur les deux volets sur lesquels ils ont besoin de nous. J'en viens maintenant au deuxième enjeu du Conseil européen, à savoir la réforme de la gouvernance de Schengen. Je l'ai toujours dit, j'ai eu l'occasion de le dire et de le redire devant vous, la France et l'Europe ne se trompent pas. La liberté de la circulation est un des acquis qui est fondamental. Cet acquis doit être préservé et la réponse pour la protection de nos frontières, qui sont des frontières européennes, ne peut passer que par une chose, c'est le renforcement de la coopération européenne. Vous ne pouvez pas avoir des frontières qui sont des frontières communes et ensuite dire à chaque pays, vous vous débrouillez tout seul. Donc la première chose pour laquelle on a plaidé, c'est un renforcement des dispositifs de Schengen, avec, de ce point de vue, un mécanisme d'évaluation sur une base de critères élargis, qui sont plus tournés vers les résultats plutôt que sur les moyens. La mise en œuvre d'un régime européen d'asile, c'est la France qui a plaidé pour, d'ici à 2012. La poursuite d'une politique équilibrée en matière de visa et la définition d'une relation qui soit mutuellement bénéfique avec les pays d'Europe du Sud. Je ne reviens pas sur le débat très intéressant qu'on avait eu grâce à vous, de façon partagée avec la Commission des affaires étrangères. Par ailleurs, et je crois que ce n'est pas un débat qu'on doit fuir. Quel est le problème? On sait bien aujourd'hui que dans un contexte qui est un contexte de crise, les politiques publiques européennes peuvent être exposées à des contextes très difficiles de crise. Dans des cas comme ça, pour poser les choses simplement, est-ce qu'on a prévu l'alarme incendie ou est-ce qu'elle n'y est pas? Finalement, c'est un peu le même sujet que celui qui existait pour l'euro. On avait l'euro, mais on n'avait pas le mécanisme de protection en cas d'attaque spéculative. C'est exactement la même chose pour Schengen. On a Schengen, mais qu'est-ce qu'on fait si un État membre est défaillant ou si on a une crise qui vient taper très durement sur un bout de la frontière européenne, comme ce qui s'est passé sur Lampedusa, où je rappelle quand même 40 000 migrants qui arrivent du jour au lendemain en moins d'1 mois et demi sur un territoire, ce qui pour un pays comme la France représente quand même potentiellement une augmentation de 20% de son immigration illégale. Ce pourquoi on a plaidé, c'est que dans des cas comme ça, qui sont des situations véritablement critiques, lorsqu'un État membre n'est plus en mesure de respecter ses obligations au titre des règles de Schengen, on puisse rétablir temporairement un contrôle aux frontières intérieures. Chaque mot compte. L'idée, c'est en fait
quasiment un précepte version La Fontaine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une seule ligne de défense qui, si elle craque, tout s'effondre, mais avoir la possibilité d'avoir un module qui soit un peu plus souple. Mais la ligne de fond, c'est intégration européenne, visibilité européenne, défense européenne des frontières, et ce mécanisme de rétablissement ne peut être qu'en dernier recours et dans des cas exceptionnels. C'est d'ailleurs dans ce sens que la Commission européenne doit faire une proposition en septembre. En gros, pour résumer simplement, il ne s'agit pas d'affaiblir Schengen, il s'agit de donner du muscle à Schengen. Et nous ne voulons ni d'une Europe forteresse, mais ni d'une Europe passoire. Parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est un affaiblissement de l'Europe. La bonne Europe, c'est une Europe qui a du muscle, qui est capable de réagir, qui a des politiques intégrées, une bonne évaluation, une bonne coopération entre les États membres. C'est cet objectif-là que la France a essayé de défendre et ce qui finalement a été parfaitement compris par nos partenaires. Et je tiens à le dire, la Pologne a joué un rôle très positif, qui est d'ailleurs très, pas seulement rassurant, mais qui est très intéressant dans la perspective à venir de la présidence polonaise, où il y a eu un rôle vraiment intéressant. Sur la politique européenne de voisinage, je n'y reviendrai pas, puisque c'est très conforme au débat que nous avons eu. Vous me permettrez juste de dire un mot en conclusion. Ce qui est pour moi un des aspects majeurs aussi de ce Conseil, c'est la Croatie. Je voudrais juste dire un tout petit mot là-dessus. Tous ceux d'entre nous qui sont des Européens convaincus savent que dans notre engagement européen, l'histoire joue un rôle essentiel. Quand vous allez en Pologne et que vous voyez à Varsovie, de l'autre côté de la Vistule, l'endroit où les forces russes se sont arrêtées pour laisser les Allemands massacrer l'insurrection de Varsovie, vous savez pourquoi vous êtes Européen. Quand vous allez en Estonie et que vous voyez en Estonie cet endroit où vous avez une salle où sont rassemblés tous les portraits des premiers ministres finlandais qui ont été tués au moment de l'occupation russe et que vous avez maintenant un pays qui est un des pays très pacifiques et qui est au premier plan de cette garde-là, vous savez pourquoi vous êtes Européen. Quand vous allez à Berlin, que vous allez dans le musée qui retrace l'histoire de l'Allemagne et où vous avez en condensé tous les affrontements qui ont déchiré le territoire européen, moi je sais pourquoi je suis Européen. Et quand on voit la Croatie et qu'on pense à ce qui s'est passé sur ce territoire-là il y a à peine 15 ans, je sais aussi pourquoi je suis Européen. Parce que l'Europe est une formidable force de paix. Et que d'avoir créé cet horizon européen va sans doute réussir à faire ce qui n'est jamais arrivé dans cette région au cours de l'histoire et des siècles, c'est d'avoir un vrai puissant, une dynamique de pacification et de rassemblement entre les pays. Ce qui s'est passé avec l'arrestation de Mladic en Serbie, personne ici, je pense, ne doute un seul instant que s'il n'y avait pas eu l'horizon européen, il y avait beaucoup moins de chances pour que cette arrestation intervienne un jour. Et les efforts remarquables qui ont été faits par la Croatie sont vraiment à souligner. Donc il y a une dimension historique pour moi et qui est quelque chose dont je pense on prend tous conscience. Cette adhésion de la Croatie, c'est les plaies qui ont déchiré le continent européen, qui ont ouvert l'affaiblissement historique de la civilisation européenne avec la Première Guerre mondiale, qui sont en train de se refermer et qui sont un formidable gage d'espoir. Et dans le même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est parvenu à faire ça sans le moindre compromis sur le fond. Et ça, pour nous, c'était très important. On ne voulait pas faire des élargissements qui soient des élargissements au rabais, où on fait des élargissements pour faire plaisir. Et donc, on a vraiment plaidé pour avoir un système qui soit très rigoureux. Et le gouvernement croate a parfaitement compris que c'était dans son intérêt. Le point faible de notre dispositif d'élargissement, il est simple. Vous boucliez les négociations, et il y avait ensuite 2 ans avant qu'un pays rentre dans l'Union européenne. 2 ans qui étaient perdus. Perdus pour la société civile, perdus pour les ONG. Un côté, on franchit la ligne d'arrivée et puis les efforts s'abaissent. Et où du coup, par exemple, sur des sujets qui nécessitent un investissement constant, lutte contre la corruption, mise en place d'un système de justice indépendant, tous les efforts se relâchaient. Et donc, ce pourquoi on a plaidé, c'est d'avoir un vrai système de suivi, qui soit un système de suivi entre la période de clôture des négociations et le moment où un État rentre dans l'Union européenne définitivement. C'est autour de cette proposition que le consensus s'est fait. C'est autour des positions de la France qu'on a pu construire un point d'équilibre entre d'un côté ce qui était la position de certains type Royaume-Uni, Pays-Bas, ce qui était de l'autre côté la position de pays comme la Pologne, et qu'on est arrivé à sortir une clôture de ces négociations qui est un vrai, très fort message d'espoir et qui est en même temps une façon de montrer que maintenant on gère les élargissements de façon extrêmement sérieuse et poussée. Alors il reste du travail à faire, les Croates en sont conscients, ils ont très bien joué le jeu sur ce principe de suivi durant la phase qui a séparé, qui va s'ouvrir maintenant,
Et je crois qu'on a vraiment la possibilité d'avoir autour de la Croatie une histoire à succès. Au total, ce Conseil montre, c'est vrai, une Europe qui est toujours face à des grands défis, une Europe qui est toujours dans une période de crise dans laquelle il faut vraiment sortir ce qu'il y a de meilleur en termes d'intérêt général européen, mais une Europe aussi qui réagit, qui ne reste pas statique, qui n'est pas immobile, et qui surtout fait ce qui est pour moi, enfin c'est la ligne qu'on doit toujours tenir, le choix d'un renforcement de l'intégration européenne. Aucune des réponses au siècle qui vient ne seront et ne se feront si jamais elles ne passent pas par une meilleure intégration européenne. Soit que ce soit par le biais d'une coopération entre les États membres, soit que ce soit par des politiques intégrées, mais il n'y a pas d'avenir pour la France dans sa réponse au monde s'il ne passe pas par cette intégration européenne. Et c'est d'ailleurs, je trouve, une phrase que j'aime bien de Marc Bloch qui analysait ça très bien. On a besoin de l'Europe en grand pour écrire l'histoire de la France en grand. C'est exactement ce qu'on essaie de faire. Bien, Monsieur le Ministre, merci infiniment de cette introduction vigoureuse et convaincue et convaincante, à l'exception de Jacques Miard qui n'est jamais convaincu, mais vraiment je voulais vous remercier parce que justement l'Europe traverse une période difficile et on a besoin de cette conviction et de cette force d'entraînement d'ailleurs que la France représente sur l'échiquier européen. Alors, j'ai comme intervenants pour l'instant Marietta Caramanli, Jérôme Lambert, Christophe Carèche, Jacques Miard, Lionel Lucas, Daniel Garrigue. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Calme Jeanne, Didier Quentin. Bien, si vous voulez bien, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que tout le monde va, parce que sinon il y a des questions qui peuvent se recouper, et puis après, si vous en êtes d'accord, vous répondrez globalement. Alors, Marietta Caramanli. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci de ces éléments suite à ce Conseil européen qui était attendu, qui est important. Et je voulais tout d'abord, après avoir vu un peu le compte-rendu officiel de ce Conseil, il est question que les États doivent effectivement mener des réformes structurelles. Et seulement, il n'est pas précisé la nature de ces réformes. Donc, je ne sais pas si vous avez plus d'éléments par rapport à cela. En tout cas, si un pays endetté se soumet donc à une discipline budgétaire, donc les taux d'intérêt redeviendront finalement plus doux, comme on dit, en tout cas plus supportables, et l'accès donc à un crédit moins cher sera alors possible. Seulement, la question, c'est que quand on regarde de près, l'application de taux plus doux ne repose pas en l'état que sur la confiance qui manifestent les marchés et sur les promesses, bien sûr, qui sont faites à ce moment-là, parce que les réformes ne porteront malheureusement des effets pas immédiats, des effets en tout cas sur le plus long terme. Ce qui fait qu'on peut se trouver régulièrement dans un cercle vicieux où on demande régulièrement des plans d'austérité, on attend des réformes avec des résultats, mais les résultats, effectivement, ne viennent pas immédiatement. Donc, je ne sais pas, vous l'avez abordé dans votre propos, et je pense que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, en insistant sur le soutien à l'investissement qui est essentiel, par rapport, par exemple, la dette grecque, me semble-t-il, il est important, parce que, certes, il y a le besoin d'apporter une aide immédiate, de remplir ces conditions, de faire des réformes, mais de l'autre côté, si effectivement ce pays ne peut pas continuer à investir, donc on se trouve dans ce cercle vicieux, on ne peut pas s'en sortir donc par le haut. Donc, j'aurais voulu donc effectivement vous poser cette question, comment finalement l'Union peut ne pas tomber dans ce paradoxe, ce cercle vicieux. Qu'est-ce que vous proposez aussi au niveau de votre ministère et dans les discussions qui vont se poursuivre, parce que l'affaire n'est pas terminée. Demain, il va y avoir donc un premier vote, suivi donc jeudi d'un deuxième vote finalement, mais les indicateurs nous laissent penser que finalement le vote sera positif. Donc, même si certains pensent à un plan B, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'un plan B, mais en tout cas, comment on peut finalement répondre à cette question-là. Et la deuxième question que je voulais évoquer, c'était par rapport à la Croatie, puisque nous avons eu l'occasion d'en parler
dernièrement aussi sur l'adhésion de la Croatie. On a eu l'occasion de faire un déplacement aussi sur place. Et voilà. Et donc, on voit bien que le rapporteur du Parlement européen concernant l'adhésion de la Croatie, il avait soulevé la question, enfin l'obstacle principal qui était la corruption. Et il disait qu'il mettait donc en évidence la corruption comme le principal problème à l'adhésion. Qu'en est-il aujourd'hui par rapport à cette question? Et qu'en est-il aussi quant au conflit sur la frontière entre la Croatie et la Slovénie, qui faisait d'ailleurs la Slovénie, comme étant membre déjà de l'Union européenne, une condition sine qua non pour l'adhésion de la Croatie? Merci. Merci. La crise grecque dure et finalement les mesures qui sont demandées, voire imposées au peuple grec, sont de plus en plus dures, elles aussi. Moi, je me souviens parfaitement, enfin comme vous tous, mes chers collègues, des conversations que nous pouvions avoir, des débats que nous pouvions avoir il y a de nombreux mois, ici même, dans cette enceinte, et j'ai l'impression, au fil du temps qui passe, que finalement, comme l'a dit un peu Marietta, on remet toujours ce même sujet sur la table, à croire quand même, c'est la question que chacun de nous peut être légitimement amené à se poser, quelles que soient les idées grandes qu'on peut avoir, mais à croire que les solutions qui ont été préconisées déjà, les mêmes qu'aujourd'hui, un peu plus d'efforts, tout simplement, pour le peuple grec, ces solutions sont très difficile à mettre en œuvre réellement, voire impossible, et donc ces solutions sont amenées à nous prolonger dans la crise, voire nous y entraîner encore plus résolument. Donc évidemment, je ne jette pas la première pierre parce que c'est quand même compliqué. La preuve en est tous ces débats qui ont lieu au sein du Conseil européen, chacun amenant ses solutions, les uns se rejetant les uns sur les autres. C'est vraiment pas facile, j'en conviens bien, Monsieur le Ministre, mais je voulais ici quand même vous faire part de notre scepticisme quant à ces mesures qui, on le voit, au fil du temps, sont les mêmes et ne produisent finalement que des résultats qui nous amènent à nous revoir 3 mois, 6 mois plus tard pour remettre encore la question sur la table. Alors, bon, ça c'est une réflexion, c'est pas à proprement parler une question. Je vais vous poser une seule question. Il y en a beaucoup d'autres parce que les sujets ont été importants, mais je vais laisser le soin aux uns et aux autres de compléter, certainement. Vous nous avez indiqué, il a été indiqué que vous avez discuté d'un pacte pour l'euro plus et qu'il y avait un certain nombre de mesures qui allaient être prises. Mais pour autant, à ma connaissance, ces mesures seraient nombreuses parce qu'on nous a annoncé un grand nombre de mesures, mais elles n'ont pas été à proprement détaillées. Donc je me demande un petit peu de quoi il retourne. Et c'est quand même pas rien, c'est important. Le pacte pour l'euro, on sait ce qu'il est aujourd'hui. Il a fait couler beaucoup d'encre, il a provoqué beaucoup de difficultés, on peut dire. Il a servi aussi à quelque chose. Il n'y a pas que des côtés négatifs. Mais alors, on nous annonce des grandes mesures pour un euro plus, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et ce n'est pas neutre pour l'avenir. Oui, un mot sur la Grèce pour dire que l'effort de l'Europe par rapport à ce pays devra se poursuivre dans la durée. Je crois que c'est clair. Je pense que l'Europe a les moyens de soutenir la Grèce. Je pense que la formule qui a été retenue, c'est-à-dire de tout faire pour éviter un défaut grec, est une bonne formule. Et sur ce plan-là, je crois que la France a eu raison de défendre cette position. Mais je pense que, compte tenu notamment de la manière dont les choses sont vues en Allemagne, je crois comprendre qu'il y a encore un vote du Bundestag qui doit intervenir. Je pense qu'on n'en a pas fini avec cette affaire et je pense qu'on va continuer encore dans la dramatisation, même si on a franchi un cap et une étape qui n'est pas négligeable. Je voudrais dire aussi que
je crois vraiment qu'il faut considérer que la Grèce est quand même une situation spécifique en Europe. Et je pense que ça ne correspond pas à la réalité d'abord. C'est une erreur que d'essayer d'expliquer qu'un certain nombre de pays peuvent être dans la situation de la Grèce, notamment la France. Je pense qu'il faut éviter d'instrumentaliser cette question dans le débat politique français pour une raison simple, c'est qu'on voit bien qu'il y a derrière cela des marchés extrêmement sensibles et que jouer avec ces questions, ça peut être extrêmement dangereux. La question que je voulais vous poser, elle n'est pas sur la crise grecque, elle concerne ce qui se passe au Parlement européen. Et avec le même constat que vous, le Parlement européen s'est lancé dans une surenchère que je crois inquiétante et dangereuse, notamment sur la question des sanctions. On l'avait d'ailleurs souligné dans le rapport avec Michel Herbillon. Nous étions sur le principe, bon, comment dirais-je, on peut être d'accord avec les sanctions, etc. Mais sachons que c'est un mécanisme qui doit être relativisé et qui doit en tous les cas permettre qu'une appréciation politique puisse continuer à être portée sur la situation des pays et donc pas de sanctions, je ne vais pas dire automatiques, mais en tous les cas systématiques. Voilà. Donc je voudrais savoir si la France va s'opposer à cette position du Parlement européen, puisqu'elle avait obtenu un assouplissement de la part de la Commission sur cette question. Et je voulais savoir si la France, mais j'ai cru comprendre que c'était plutôt, semble-t-il, votre réponse, si la France va maintenir sa position, je crois très important d'éviter que nous nous enfermions dans un mécanisme qui deviendrait infernal. Imaginons demain si la France devait être sanctionnée de manière automatique, comment réagiraient les Français? C'est une machine, ce truc-là est une machine à détruire l'Europe. À détruire l'Europe. Alors là, pour le coup, je pense que c'est absolument intenable. Et que des parlementaires européens aient pu se lancer avec une telle irresponsabilité, peut-être parce qu'ils sont loin, peut-être des populations, je n'en sais rien, dans cette affaire, ça me laisse pantois. Donc je voulais savoir si vous confirmez votre position, si la France confirmera sa position. Merci, Monsieur le Président. Le plus grand danger de l'Europe, Monsieur le Ministre, c'est l'esprit de système. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé, et je vous invite à relire ce que M. Delors lui-même nous a dit ici. L'esprit de système, c'est ce qui bâtit un esprit théorique parfait, un système parfait, et qu'on cale sur des réalités qui n'existent pas. Comme je l'ai dit un jour à Trichet, ta monnaie unique, c'est la meilleure monnaie du monde sur un monde parfait qui n'existe pas. Et c'est ça le problème. Alors on va reprendre. Alors ça vaut aussi bien pour Schengen. C'est très bien, on fait un cordon sanitaire à l'extérieur de l'Europe, mais on sait bien qu'on ne peut rien contrôler, parce que contrôler les îles grecques, pas plus d'ailleurs que les frontières françaises, c'est quasiment impossible. Donc il faut revenir un peu au principe de réalité dans les deux cas, s'il vous plaît. Alors, on va reprendre sur le point majeur de la crise grecque. Premièrement, mes chers collègues, il faut que vous sachiez que sur les CDS, le taux d'assurance sur les CDS pour la Grèce est en 20 à 30%. Qu'est-ce que ça signifie? Et attention, on ne sait même pas, je dirais, l'ampleur des CDS qui ont été pris. CDS, ce sont des assurances sur les défauts grecs. Ça signifie que si vous payez 30% annuel, vous avez la certitude que la Grèce va au tapis dans les 3 ans. Certitude. Et donc, ce que l'on ne sait pas par-dessus le marché, c'est qu'il y a CDS sur CDS et qu'on a un vrai problème systémique dans cette crise parce que le dénouement arrivera. Dire, Monsieur le Ministre, que l'affaire de la Grèce est une question de dette, ça c'est confondre les causes avec les conséquences. Je rappelle que, d'une part, si la Grèce a été mal gérée, dont acte, on peut le reprocher beaucoup de choses, etc., le problème fondamental, c'est la perte de compétitivité de l'économie de 40 à 50%. Et je l'ai dit à Axel Weber et je le redis ici, si vous mettez la roue dans le Péloponnèse, à ce moment-là, vous résolvez votre problème économique. Ça ne sert à rien de parler de gouvernance économique de l'Europe. C'est une fuite en avant, car le problème, ce sont les fondamentaux d'une zone économique optimale qui n'existe pas, sauf, comme vous l'avez dit, à payer.
Eh oui, sauf à payer. Et donc aujourd'hui, en montant ce qu'on vient de faire, on gagne du temps, parce que les calculs faits par des économistes beaucoup plus avertis que moi montrent qu'il faudrait pratiquement transférer 2 à 3 points du PIB français et du PIB allemand pour tenir l'ensemble des faiblards hors de l'eau. Chaque année. Chaque année. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème, c'est qu'on gagne du temps actuellement et que de toute façon, on n'y arrivera pas. Les calculs montrent que sur les 5 à 6 ans qui viennent, il faudrait 1600 à 1700 milliards, c'est-à-dire l'équivalent du PIB français pour faire face. Donc il y a un moment, je voudrais que le principe de réalité, n'est-ce pas, prenne le pas sur ce qui est une profession de foi et qui est extrêmement dangereux, parce que quand il va y avoir le retour de bâton, je peux vous dire que politiquement, toutes les classes politiques européennes, quelles qu'elles soient, risquent de s'en prendre plein la figure. Donc c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer, et je regrette, je vous le dis, Monsieur le Ministre, que du côté du gouvernement français, on affirme des positions en disant l'euro, l'euro, l'euro. Il y a un moment, il faut regarder la réalité en face. Ce n'est plus gérable. Ce n'est plus gérable. Et il faudra revenir à une monnaie commune et non pas à une monnaie unique. Et alors, le cas de figure, oui, on payera si on sort de l'euro, mais avec une chance. C'est le cas de l'Argentine, qui s'était arrimée au dollar. Oui, la dette était libellée en dollars en Argentine, mais la situation internationale est ainsi faite que le FMI viendront payer. On a l'alternative elle est simple. On reste, on paye, on ne résout pas le problème de la compétitivité. On sort, on paye, mais on peut résoudre le problème de la compétitivité par effectivement une question de dévaluation. C'est ça l'alternative. Alors vous n'avez pas à répondre à ce stade parce que bien évidemment les marchés sont là parce qu'on leur a donné le pouvoir aux marchés. Alors il y a une solution, c'est faire la création monétaire. Monsieur Trichet, pour le mettre immédiatement à la retraite avec il ne va pas tarder, mais ça ne suffira pas. Je lui ai dit, attends, j'ai le gain de cause, je lui ai dit que ça se terminerait mal. Voilà. Et que je lui ai dit un jour, tu termineras au mieux dans la Seine et au pire à la NPE. Bon. Donc, il est clair que la seule solution pour en sortir, ce serait actuellement, pour essayer, baisse de l'euro drastique, qui devrait descendre à 1,10, 1,05 pour nous. 2, création monétaire, comme le fait, je dirais, mais on ne veut pas parce que c'est dans le dogme. Aujourd'hui, la Banque centrale, d'ailleurs, est en faillite. Puisqu'elle a acheté sur le marché secondaire des titres, mais que, bien évidemment, elle en a plus en portefeuille que son capital propre. Et là, bien sûr, M. Trichet, tout son monde s'écroule en disant vous devez payer, il faut faire quelque chose. Ça ne tiendra pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Lionel Lucas. Bien. Je ferai dans la foulée de Jacques Miard, au-delà de l'esprit de système dont il parlait, il y a quand même un certain nombre d'économistes aujourd'hui sérieux qui posent la question de l'euro. Je ne pense pas qu'on puisse le balayer d'un revers de main dans une sorte de populisme confortable ou autre. Il y a des gens un peu sérieux qui disent un certain nombre de choses sur l'euro, et à force de faire comme si ces gens sérieux n'étaient pas sérieux, je pense que peut-être on se réveillera avec la gueule de bois. Et donc, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il est imaginable pour vous, Monsieur le Ministre, ou au contraire inimaginable, que d'ici un an, 3, 4, 5 pays collectivement sortent de l'euro parce qu'à bout de toutes les politiques d'austérité qui mettent à bas toute une population, et que collectivement parlant, effectivement, cette situation puisse être nécessaire, parce que sinon, c'est toute la zone euro, et partant de là, l'Europe qui sera mise en cause. Parce que l'euro peut être demain le vecteur de la désintégration de ce que vous indiquiez tout à l'heure comme effectivement quelque chose de très positif qui a fait ce qu'est l'Europe aujourd'hui. D'ailleurs, quelle date aujourd'hui, 28 juin. Il y a, en 1914, monsieur l'agrégé d'histoire, c'était l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Voilà. Donc, plus fondamentalement, je lisais dans la note qu'on nous a remise que le Conseil européen a approuvé le rapport de la présidence sur l'intégration des Roms. Sujet dont apparemment on parle beaucoup moins que l'année dernière. Alors, je voudrais simplement porter à votre connaissance que, président du groupe d'amitié France-Roumanie, je me suis rendu avec une délégation en Roumanie il n'y a pas longtemps. Nous avons demandé à rencontrer le parti des Roms, le président du parti des Roms.
Nous avons été dans un village de Roms qu'on nous a montré, bien sûr, mais dans lequel on a pu voir des choses, notamment des Roms qui travaillent, qui font de l'artisanat, qui ont une petite entreprise locale. Ces gens ne sont manifestement pas informés des aides dont ils peuvent bénéficier. Les préfets roumains ne leur donnent aucune possibilité de remplir les démarches. Rien ne transparaît à la base. Il y a aujourd'hui un ministre chargé de cette politique en Roumanie, c'est un progrès, mais rien n'arrive sur place. Et donc on condamne des gens avec des familles nombreuses de 10, 12 gamins à n'avoir d'autre solution que de partir. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce que nous comptons faire pour, au niveau européen, assurer effectivement, j'ai bien dit effectivement, un suivi de ces politiques d'intégration, sachant que les entreprises roumaines n'achètent pas le travail de l'artisanat fait par les Roms. C'est vous dire si c'est complexe et compliqué. Donc je souhaiterais qu'on ne relâche pas notre effort après les turbulences de l'année dernière. Oui, je voudrais intervenir à mon tour sur la crise grecque. Vous avez dit, Monsieur le Ministre, que dans cette affaire, l'essentiel de la responsabilité incombe à la Grèce. Il y a quand même aussi la faiblesse de la gouvernance de la zone euro qu'on commence à corriger aujourd'hui, mais qui a quand même pesé d'un poids incontestable. Il y a ensuite la part de la spéculation, qui est quand même très forte dans cette affaire. Ce qu'on aimerait savoir, c'est d'où vient et qui alimente cette spéculation. Et puis, je voudrais aussi rappeler que d'autres pays se sont trouvés dans une situation comparable à la Grèce. Je pense en particulier au Mexique et que des solutions ont été trouvées. Alors, est-ce que l'alternative, je ne parle pas des alternatives qui consisteraient à faire sortir la Grèce de la zone euro, mais est-ce que l'alternative, elle est uniquement entre la restructuration ou la solidarité des autres Européens? Est-ce qu'on ne peut pas bâtir quelque chose dans lequel il y aurait à la fois une part de restructuration, parce que la charge qui pèse sur la dette est quand même extraordinairement lourde. Bon, faire intervenir les créanciers privés, c'est quelque part une forme de restructuration sans vraiment le dire. Bien sûr, des exigences à l'égard de la Grèce, mais en sachant qu'il y a quand même une limite. Et puis la solidarité qui est évidemment indispensable. Mais je voudrais quand même que sur cette affaire de restructuration, on nous dise quand même clairement ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, et quels sont vraiment les risques d'une restructuration. Oui, Monsieur le Ministre, brièvement, vous avez fait état des problèmes et des avancées concernant le règlement du problème de la Grèce. Moi, j'aurais deux petites questions simplement par rapport à vos observations. Vous nous avez dit tout à l'heure que le problème remonte à plusieurs années. Et moi, je voudrais comprendre un petit peu mieux pour le futur comment tout cela fonctionne. La Commission européenne, c'est 34 000 fonctionnaires. Ramené au prorata de la population de la Grèce, ça veut dire que presque 700 fonctionnaires sont chargés de surveiller la Grèce. Comment on peut arriver à ce genre de situation si la Commission européenne, toutes les personnes chargées de surveiller la Grèce, on le sait. Non, mais attends, moi je voudrais comprendre si on a, je dirais, des véritables autorités au niveau de la Commission de Bruxelles qui sont capables d'avoir un droit d'alerte ou simplement, et c'est le constat, et heureusement les États ont pu s'emparer du sujet, que ça a pu se régler parce que les États, la France, l'Allemagne ont mis les mains dans le cambouis, si je puis dire, pour régler ce problème. Il y a vraiment un questionnement de gouvernance, je dirais, de l'Europe par rapport à son fonctionnement. Est-ce qu'on a d'un côté des gens du côté de Bruxelles qui regardent les trains passer et de l'autre côté des États qui sont acteurs? Je voudrais comprendre, moi, pour le futur. Là, on est en train de réparer, mais il y a quand même quelques problèmes de gouvernance qui se posent. Et peut-être d'établir un certain nombre de responsabilités. On a ouvert, je dirais, au niveau de notre Assemblée, une commission concernant les emprunts dits structurés et autres. On se rend compte qu'on a pratiquement le même problème au niveau de nos collectivités, mais je refermerai là-dessus. Et d'un autre côté aussi, vous avez évoqué le deuxième volet concernant Schengen, et on en a débattu plusieurs fois sur le sujet.
Pour ma part, je souhaite effectivement que par rapport à des situations exceptionnelles telles que vous les avez décrites, par des vagues de migration importantes liées à des événements politiques en bordure de l'Europe, effectivement, toute la fermeté et la possibilité de déroger aux règles européennes, temporairement, puissent être mis en œuvre pour éviter ces problématiques d'immigration très importantes sur les différents territoires de l'Europe. Il en va là aussi de l'équilibre des populations dans nos pays. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, deux séries de questions sur la Grèce. Premièrement, déjà beaucoup ont été posées, mais comment assurer la transparence et le suivi des financements supplémentaires, la nécessaire pour ce pays, alors que ceux-ci proviennent de sources publiques et privées, et d'autant plus que la participation privée se refera sous la forme de reconductions informelles et volontaires de la dette existante de la Grèce. Donc ça, c'est la première question concernant la Grèce. Pour l'espace Schengen, alors comment mettre en place un mécanisme global de protection des frontières de cet espace lorsque chaque pays, et on le voit constamment, est soumis à des pressions extérieures différentes et doit respecter par ailleurs le principe de libre circulation des personnes. Et alors j'ai vu qu'une base de données chargée d'échanger des informations opérationnelles va être mise en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la mise en place de ce dispositif et surtout sur son intérêt? Et enfin, question un peu plus large, compte tenu des problèmes, des tensions qui sont apparus dans les pays du Maghreb, ce qu'on a appelé le printemps arabe. Est-ce que vous avez déjà, au niveau des ministres européens, parlé des causes structurelles de cette immigration et d'éventuelles façons d'y répondre en envisageant, par exemple, un fonds d'investissement qui serait destiné aux pays du Maghreb? Et pour J'aime bien cette expression sur les chercheurs d'aventure, Monsieur Millard. Par contre, reste à savoir à qui elle s'applique. Je vais essayer de faire des réponses globales, si vous êtes d'accord, parce que, enfin, on a quand même, et d'ailleurs je trouve que c'était intéressant, tourné quand même autour des mêmes sujets. D'abord, sur toute la question des réformes structurelles qui ont été évoquées par Marietta Karamanli, en fait, c'était l'allusion la précise à laquelle vous avez fait, que vous avez évoquée, et l'allusion aux objectifs de la stratégie 2020. Donc, c'est augmentation du taux d'emploi de 75%, part de la R&D dans le PIB à 3%, réduction des émissions de CO2, part des énergies renouvelables, efficacité énergétique, réduction du taux d'abandon scolaire, sujet très important y compris pour la France, et taux de diplôme universitaire qui doit être porté à 40%. Donc c'est ça les réformes qui consistent à continuer à élever le niveau de connaissances et d'investissement dans tout ce qui est recherche et innovation sur le territoire européen. Alors, pour ce qui est de la Croatie, le sujet de la frontière est vraiment réglé. Le conflit Croatie-Slovénie, notamment sur la baie de Piran, a fait l'objet d'un accord d'arbitrage signé en 2009. On attend la décision de la Cour de la CIJ et les deux parties se sont engagées à la suivre. Donc c'est vraiment un conflit frontalier qui de ce point de vue, est derrière nous. Sur le pacte Euro Plus, auquel a fait allusion Jérôme Lambert, je tiens peut-être à sa disposition, s'il le souhaite, les engagements précis de la France. Ce qui est très important pour nous, c'est que ça ne se dilue pas. Parce que si on est très sincère, ça existait. Et théoriquement, initialement, dans le traité de Maastricht, c'était prévu. Sauf que c'est devenu un instrument totalement flou. Donc, tout notre effort consiste à faire en sorte que ce pacte Euro Plus ait vraiment une vie à part, que ça devienne le laboratoire de la gouvernance économique et que ce soit très précis sur les engagements. Alors, la France a montré la voie avec des engagements très ciblés sur les plus de 45 ans, les réductions des taxes d'apprentissage, notre programme d'investissement d'avenir, un programme de simplification administrative. Donc on a vraiment des engagements très précis et qui sont cet embryon. Et dedans, le volet fiscal auquel j'ai fait allusion est aussi un des points très importants de l'agenda qu'on veut absolument tenir. Ce ne sera pas facile. Donc il faut beaucoup investir dessus, mais c'est un des points très importants pour nous. Pour le vote du Bundestag, Christophe, je suis plutôt positif. Je pense que j'y ai fait allusion au début. Le travail de rapprochement entre nos vues a bien payé. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est en résumé la relation franco-allemande. On peut partir de bases différentes, on peut avoir des débats publics différents, mais on arrive quand même à se retrouver sur une vision d'intérêt général qui fait que finalement on arrive à se dégager un cap commun. Sur l'euro et sur notre façon d'aborder la question de la Grèce, c'est vraiment très frappant.
Sur le Parlement européen, je précise bien ce que j'ai dit. J'appelle vraiment le Parlement européen à savoir clore un débat. Et il faut savoir clore un débat. Ils l'ont fait, ils l'ont mené, c'était légitime. Il y a des efforts qui ont été faits de part et d'autre pour se rassembler. Il y a un moment où, au nom de l'intérêt général, il faut savoir clore un débat. Et je suis confiant dans le fait que le Parlement européen arrivera à avancer dans ce sens-là. La position n'est pas la position de la France seule, c'est la position de tout le Conseil européen. Et c'est intéressant de voir que le consensus a tenu. Parce que oui, comme cela a été rappelé par Christophe Caresche, c'était une position sur laquelle la France avait demandé ce compromis. On n'a pas été lâché en chemin. C'est-à-dire que, par exemple, nos amis allemands, qui n'avaient peut-être pas forcément la même position, ont défendu avec nous l'ensemble du compromis, ce qui est appelé le compromis de Deauville. Je trouve ça plutôt assez intéressant. Sur l'intégration des Roms, parce que j'essaye d'élaguer tout, et puis comme ça me permettra de me reconcentrer sur la Grèce pour finir, si vous êtes d'accord. Sur l'intégration des Roms, merci à Lionel Lucas de l'avoir rappelé, c'était très important. Moi, c'était un des objectifs que je m'étais fixé, parce que je trouve qu'il y avait eu des débats qui étaient allés au-delà de ce qui était à la fois utile et nécessaire. La députée du Parlement européen, Jaroszka, a été très utile et elle a fait un vrai travail de fond. C'est une députée hongroise qui est la seule qui sait vraiment de quoi elle parle parce qu'elle est avec des origines roms. Et elle a d'ailleurs très clairement dit que les pays qui étaient les pays de départ et d'origine des Roms ne faisaient pas suffisamment de travail en termes d'intégration, ce que Lionel Lucas a très bien rappelé. Un des objectifs précis de la stratégie d'intégration, c'est de dire si ces fonds ne sont pas utilisés, il y aura une pénalité. Et de faire à l'inverse une vraie réserve d'aide pour des pays qui investissent vraiment sur le sujet, d'ailleurs, qui a été très bien souligné. Le principal défi, c'est la question scolaire. Si jamais on ne résout pas cette question de l'accès des populations roms au système éducatif, je mets le système de santé aussi, mais le système éducatif est fondamental parce que derrière, c'est l'accès à l'emploi. C'est ça qui est prioritaire dans la stratégie que nous, on pousse. Sur la question de Patrice Calmejane, j'y reviendrai dans la question. Sur Schengen, question posée par Didier Quentin. L'objectif est vraiment, enfin en tout cas tel que nous on le conçoit, on s'est rendu pour voir un petit peu ce que donnait l'agence Frontex. Partout où l'agence Frontex est investie, les résultats sont bons, voire même impressionnants. Il y a eu le déplacement à la frontière gréco-turque de l'opération Rabbit. Très bon succès. L'agence Frontex a accompagné l'Espagne pour la régulation de sa frontière, notamment avec le Maroc et le Sénégal. Très bon succès. Sur la mise en place d'une base de données, qui est le point auquel tu as fait allusion, qui est l'objectif, c'est d'avoir un partage de bases de données sécurisées sur les trafics, les personnes à surveiller, etc. C'est ça qu'on a en tête derrière cette base de données. Là aussi, un très bon travail de Frontex. Et en fait, si on prend un peu de champ, qu'on regarde d'ailleurs cette carte, on a 3 à 4 points de fixation principaux des flux migratoires. Les pays qui sont traversés, ça représente des efforts colossaux pour eux de le réguler. Enfin, quand la Grèce doit réguler la frontière gréco-turque, c'est un effort colossal, alors que le trafic est en fait une pression qui est adressée pour tout le monde. Sur Roumanie-Bulgarie, on pourrait exactement avoir la même situation. Sur ce qui s'est passé sur Lampedusa, les gens qui rentrent, on le voit bien, il peut y avoir la tentation ensuite de les laisser passer, puisque de toute façon on se dit qu'ils ne font que passer, qu'ils iront ailleurs. Donc il est évident que l'objectif de fond qu'on doit avoir, c'est amélioration de la coopération communautaire et donc la montée en puissance, en gamme, de la logique de Frontex. Et derrière, enfin, moi je le dis, c'est même la ligne d'horizon à terme, c'est des gardes-frontières européens. C'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Des moyens qui sont des moyens européens et qu'on peut mobiliser en urgence, où on a des bateaux, des avions qu'on peut déployer pour pouvoir répondre à telle ou telle crise ou tel point de crispation d'immigration. Et je crois profondément que c'est un des gages de confiance de l'opinion publique aussi dans le système européen. L'opinion publique veut un système européen, parce qu'ils sont bien au clair qu'une défense nationalo-centrée n'a pas d'avenir, mais ils veulent une vraie défense européenne. Et si ce qu'on leur propose, c'est une Europe passoire, ce qu'on aura, ce sera un rejet global de l'Europe. C'est pour ça que c'est un point qui est, à mon avis, important et qu'on doit pouvoir traiter au fond. Sur les outils structurels, c'est exactement, Didier, ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire des investissements très importants au Maghreb, très ciblés, et sur une logique qui soit une logique de développement partagé. Alors j'y avais fait allusion la dernière fois, si on prend l'Office euro-méditerranéen de la jeunesse, c'est exactement ça, avec ce qu'Alain Juppé a appelé les flux d'immigration circulaire. On accepte de former chez nous, mais ensuite on met de l'argent sur la table pour aider les gens à redevenir ensuite des porteurs de projets et donc de développement sur la rive sud de la Méditerranée. Ça, je crois,
que c'est des mécaniques qui sont assez intéressantes. Alors maintenant, si on en revient à la Grèce et à la zone euro. D'abord, première chose, si la Grèce n'avait pas la solidarité européenne, et Jacques Miard y a fait allusion, leur taux d'intérêt serait à 25% aujourd'hui. Parce qu'il y a la solidarité européenne, on leur permet de se financer à 4,5%. C'est quand même une sacrée différence. Un pays qui est à 25%, il est mort. En clair, c'est inaccessible, impayable pour lui. Donc on garantit quand même par le biais de la solidarité européenne un financement à 4,5%. Et Jérôme, il y a quand même de ce point de vue un progrès par rapport aux difficultés qu'on avait il y a encore quelques mois. Deuxième chose, je partage totalement ce que Marietta a indiqué. On ne peut pas être uniquement sur le volet restrictif. C'est pour ça qu'on a plaidé sur le fait de dire que ces fonds européens doivent être utilisés et maintenus sur la Grèce. Mais, Didier, avec des garanties. Patrice aussi, puisque tu as posé la question, des garanties de transparence. Donc l'idée, c'est de dire on ne va quand même pas refaire ce qui a été fait en termes d'erreurs par le passé. Donc nous, on plaide pour que ce soit avec un pilotage de la Commission très étroit qui permet de sélectionner les projets sur lesquels on sait que là, on a des gains. Des projets sur les ports, des projets sur les autoroutes, des projets en zone d'activité, des projets en innovation et en compétitivité, où on aide à reconstruire un chemin. Alors après, sur la suite, je voudrais bien insister sur un point. Le schéma hors zone euro, on l'a eu. Et on l'a eu dans un contexte de spéculation qui était beaucoup moins fort que ce qu'on a là. Et qu'est-ce qu'il a donné ce schéma? C'était un champ de ruines. C'est pas si loin que ça. On peut s'en souvenir. Les crises et les attaques spéculatives de 93. Un pays comme la France n'était même pas capable de lutter contre les pressions à la dévaluation. Et une dévaluation qu'aujourd'hui on part de toutes les vertus. C'est quoi une dévaluation? Une dévaluation, ça veut d'abord dire que chaque citoyen, chaque entreprise, chaque collectivité locale, d'un coup, se voit appauvri. C'est ça quand même une dévaluation. Une dévaluation, ça veut quand même dire, Jacques, que du jour au lendemain, la richesse que vous avez accumulée par votre travail part en fumée. Une dévaluation, c'est ça. Et quand en plus, dans un contexte qui est totalement globalisé, Jacques. Et en plus, Jacques, le deuxième point, c'est que quand il y a une dévaluation, qu'est-ce que ça signifie une dévaluation? Ça signifie que vous avez d'un coup un pays qui, de façon non coopérative, regagne des marges de manœuvre et de compétitivité sur votre dos. Et de façon qui est foncièrement inéquitable. Parce que oui, et auquel cas une dévaluation, on s'enclenche une spirale de dévaluation compétitive où on n'est jamais suffisamment à la baisse. Donc je crois juste, et puis dernier point, souvenons-nous des taux d'intérêt. C'était quoi le niveau des taux d'intérêt en France? Quel était Jacques, j'ai essayé de t'écouter, même si à certains moments je pouvais sauter sur ma chaise, tel un cabri, sans sauter. Et donc, quels étaient les taux d'intérêt en France? Il faut s'en souvenir, c'était entre 10 à 13%. Elle n'était pas 12 à 14 en 93. Elle n'était pas 12 à 14, loin s'en faut. En taux... Bon, Jacques, ministre, merde, c'est pas mal comme mot final. Et donc, juste là-dessus, ma conviction est qu'on est là, et ce n'est pas un dogmatisme, hein, c'est très pragmatique. C'est-à-dire que ce qui est très pragmatique, c'est la Grèce qui sort de l'euro, ça signifie qu'ils ont leur dette qui explose. Ce qui est très... Jacques, j'ai essayé vraiment de t'écouter de bout en bout. Hein. Sur la Grèce, faire sortir la Grèce aujourd'hui, c'est ouvrir une boîte de Pandore qui ne s'arrêtera pas. Parce qu'ensuite, c'est une mécanique de pression. C'est une mécanique de pression qui ira taper chacun des pays les uns après les autres. Donc, je crois vraiment que le seul choix qui est responsable, c'est le choix d'une solidarité européenne, mais sur toute sa gamme. Se battre pour qu'on ait des taux d'intérêt et de financement de l'économie grecque qui soient raisonnables, se battre pour faire en sorte qu'on les aide à travailler sur leur compétitivité en continuant à investir des fonds, se battre pour qu'ils fassent les réformes qui n'ont pas été faites, et je le maintiens, faute de courage suffisant au cours des dernières années, et se battre enfin pour essayer de faire en sorte aussi qu'on puisse avoir une dynamique de sortie en positif et éviter qu'on soit tous emportés par des dévaluations compétitives. C'est possible. Et quand on me dit qu'une zone euro ne peut pas tenir parce que nos économies sont très différentes, je suis désolé, mais ceux qui connaissent les États-Unis, vous allez de South Dakota à la Californie en passant par New York,
vous avez un éventail de diversité qui est largement aussi important. Et quand on me dit qu'il y a des flux de population majeurs, je suis désolé, c'est une vaste fumisterie. Vous regardez la réalité des flux de population qui sont au South Dakota, la population américaine est certes mobile, plus mobile que la population européenne, mais ce n'est pas à ce point-là des flux de migration qui sont constants et qui se promènent d'État en État. Et là où à l'inverse, la prochaine fois je te ferai le bruit de fond, hein, Zach. Là où à l'inverse, l'Europe, je crois, a un vrai avantage, et ça c'est ce dont on s'aperçoit quand on va sur les pays d'Europe centrale, c'est que nous on compense par une politique d'investissement sur les pays qui ont un rattrapage à faire qui est très important. Et donc je pense que l'un dans l'autre, on a des outils qui, une fois que la vague d'irrationalité sera passée, permet de défendre sur la durée une zone euro qui sortira, à mon sens, renforcée de la crise une fois qu'on en sera sorti et que les esprits seront redevenus sereins. Très bien. Bah, écoutez, Monsieur le Ministre, voilà encore un très très grand merci parce que on travaille beaucoup ensemble. Hein. Ça fait 3 réunions en quelques jours. Salut, merci Jacques. pour toutes les réponses. Salut. Merci.